Bonjour, donc je me présente, Hervé Duval. Je suis membre de l'Union française des experts et à travers cette compagnie d'experts, ma spécialité euh, consistit à présenter les écoles bretonnes de peinture entre 1870 et 1950, donc entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et à travers cette spécialité, nous allons nous attarder sur l'artiste Konstantin Kuznetsov et la Bretagne, puisque la Bretagne a fait partie intégrante de sa vie française pendant plus de 30 ans. Donc qu'est-ce qui a pu pousser Konstantin Kuznetsov à être attiré par la Bretagne? Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, de nombreux jeunes artistes travaillaient dans les ateliers de peinture parisiennes, les académies de peinture, et évidemment, ils avaient le goût de l'évasion, le goût du voyage, et surtout une envie aussi de se détacher un petit peu de l'art officiel, de se détacher de certaines conventions et d'un certain académisme. Et la Bretagne avait toutes ces qualités justement d'évasion, de liberté. C'est une région qui était située à l'extrême ouest, nord-ouest de la France, et qui est bordée par l'océan Atlantique et plus au nord par la Manche. Et donc cette Bretagne, elle avait déjà des atouts dans le sens où la vie n'était pas très chère, le gîte était très hospitalier, et dès 1865, les jeunes artistes peintres qui étaient à Paris pouvaient très bien prendre le train jusqu'à Brest et ensuite, avec des calèches, rejoindre la côte et rejoindre des colonies d'artistes qui étaient déjà très présentes à la fin du 19e siècle. Alors évidemment, c'est une terre de croyances aussi, donc qui est très attirante, de culture, avec des légendes telles que les chevaliers de la table ronde, ou également tout ce mystère à travers les menhirs, les mégalithes, notamment les sites de Karnak. Et bien entendu, la mer qui est omniprésente, l'océan Atlantique, avec ce que ça représente en termes de lumière, de changement de temps. Et ça, les artistes étaient très intéressés de se confronter également aux éléments naturels, puisqu'on peignait encore à l'époque sur le motif. Donc, on peut supposer que tous ces atouts, tous ces attraits ont ont attiré également Konstantin Kuznetsov, puisque dès 1900, il fait une première incursion en Bretagne, à Concarneau. Avant de rentrer un petit peu dans la présence de Kuznetsov en Bretagne, j'aimerais vous présenter quand même l'évolution des courants et des influences artistiques qui ont eu lieu à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en quelques décennies, en 2 ou 3 décennies, il y a eu une succession de mouvements, de créations, de révolutions esthétiques qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Et si je reprends la chronologie, une chronologie qui est assez succincte, mais qui permet de voir effectivement la richesse des événements artistiques du moment, en 1855, dès 1855, déjà Eugène Boudin quitte la Normandie et commence à peindre une série de tableaux en Bretagne avec des ciels très hauts. Donc on reconnaît un peu sa technique avec ces ciels un peu tourmentés et très hauts qui occupent une bonne partie de la toile. Donc c'est déjà les débuts de la peinture de paysage en Bretagne et du pré-impressionnisme. Ensuite, on peut donc évidemment s'apercevoir que Kuznetsov naît dans la quatrième partie, le dernier quart du 19e siècle, en 1863, et quelques années plus tard, c'est donc l'avènement de l'ère Meiji et du japonisme en Europe, puisque les influences vont être très fortes entre l'Extrême-Orient et l'Occident par rapport aux influences artistiques du moment. En 1874, bien entendu, la naissance de l'impressionnisme à la galerie du photographe Naja, et avec bien entendu la présence de Claude Monet comme chef de file. Et dès 1884, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, également l'avènement du néo-impressionnisme, avec la technique du pointillisme, avec Georges Seurat et les travaux de Georges Seurat et de Paul Signac. Et si je continue cette chronologie,
avec des incursions bretonnes, c'est ce qui nous intéresse. Et à travers cela, donc, il y a des incursions bretonnes de grands maîtres du moment, notamment donc, Monet à Belle-Île, et nous y reviendrons en 1886, donc nous reviendrons sur cette période. En 1888, donc c'est vraiment une révolution esthétique, mais qui a lieu en Bretagne, donc le synthétisme, suite aux travaux d'Émile Bernard et de Paul Gauguin. Sachant que donc les travaux conjoints ont abouti à cette technique aussi du cloisonnisme, hein, donc des aplats de couleurs cernés d'un trait noir, et surtout la simplification des formes et bien entendu les influences japonisantes à travers les estampes et les superpositions de plans. Donc réellement une révolution en tant que telle dans l'art moderne. Tout de suite, quelques années plus tard, 1891, Signac, donc, qui fait partie qui a fait partie des fondateurs donc, du néo-impressionnisme et du divisionnisme, s'installe aussi à Concarneau et crée une série d'opus à Concarneau, donc, qui est avec une très belle série de toiles. Et là, nous arrivons, donc Kuznetsov arrive lui à Paris en 1896. Alors c'est intéressant parce qu'il est évident qu'il est curieux comme tous les jeunes artistes qui arrivent de l'étranger, et il commence déjà par s'intéresser à l'œuvre de Turner à Londres au cours d'une exposition, et à Paris bien entendu il s'intéresse au Laik Caillebotte au musée du Luxembourg, et également plus particulièrement à l'œuvre de Camille Pissarro et de Alfred Sisley. D'autre part, il fréquente aussi les galeries privées parisiennes et ce qu'on appelle le mouvement des nabis, donc l'intéresse également. Donc les nabis, c'est un petit groupe d'artistes, et donc Paul Sérusier, dont Paul Sérusier en faisait partie, et Paul Sérusier faisait partie aussi du groupe de Pont-Aven autour de Paul Gauguin. Et Paul Gauguin lui fait peindre un petit tableau qui s'appelle le Talisman, avec des couleurs très pures, et donc il rapporte ce petit tableau à Paris, et donc ses amis découvrent effectivement une nouvelle manière de peindre. On peint ce que l'on pense et non plus ce que l'on voit. Et à travers cette révolution, donc naît ce groupe d'artistes, les nabis, c'est un nom, un pseudo qu'ils se sont donné, ça veut dire hébreu. En hébreu, les nabis signifient les prophètes, donc ceux qui ont vu. Et donc chacun avait un petit nom à travers ce groupe d'artistes, de jeunes artistes d'ailleurs. Donc effectivement, à travers toute cette effervescence, Kuznetsov débarque à Paris, 1896. Mais très tôt, en 1900, il fait une première incursion en Bretagne, à Concarneau. Nous y reviendrons également, puisqu'on va s'attarder après sur l'œuvre de Kuznetsov en Bretagne à travers ces différents sites. Et donc, si l'on suit l'évolution des courants et des influences artistiques à cette époque-là, dès 1905, il y a également donc, la naissance de l'expressionnisme et du fauvisme, avec comme chef de file Henri Matisse. Et puis, bien entendu, à travers la présence de tous les artistes d'Europe centrale, à Paris, ce qu'on appelle l'école de Paris, notamment avec Soutine. Donc là, nous allons maintenant nous intéresser plus spécialement au séjour de Constantin Kuznetsov en Bretagne, et je souhaiterais donc confronter des œuvres de Constantin Kuznetsov dans les lieux donc, où il a séjourné, avec d'autres artistes avec lesquels il aurait pu avoir des liens et des contacts. À ma connaissance, les artistes que je vais citer, il n'y a pas de preuves historiques comme quoi il aurait pu rencontrer ces artistes à ces moments-là, alors que c'était la même période. Donc Constantin Kuznetsov a choisi donc Concarneau en 1900 comme premier lieu en Bretagne. Donc Constantin Kuznetsov choisit le nord-est de la Bretagne, où il séjourne très fréquemment. C'est un lieu qui se situe donc ici, et donc il va peindre le Cap Fréhel et séjourner à Saint-Caz, Saint-Briac, Saint-Lunaire, Pléneuve-Valandré. Donc c'est un lieu assez intéressant puisqu'il n'est pas si fréquenté que cela par les artistes. Les artistes préfèrent fréquenter à cette époque-là plutôt la zone du Finistère et voir aussi un peu le sud Morbihan. Et donc il va séjourner régulièrement entre 1906 et 1927. Il faut savoir que Constantin Kuznetsov
a peint la moitié de sa production en Bretagne, à peu près 150 vues de marine et 300 toiles représentant les campagnes ou l'intérieur des terres, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc c'est 30 ans de sa vie qui étaient consacrés à des séjours successifs en Bretagne, d'où un attachement très important de Kuznetsov à cette région. Et je pense aussi que cette région, de par son côté sauvage, ses grands espaces, également donc l'âme des Bretons, qui est un peuple qui vivait donc de manière assez rude, avec la foi qui les entourait, et la difficulté aussi du travail, notamment pour les pêcheurs ou les paysans, on retrouvait aussi cette âme slave, peut-être qu'il retrouvait cette âme slave à travers la Bretagne. L'autre région donc, qu'il va également, à travers laquelle il va séjourner, c'est à Belle-Île-en-Mer. Donc là, il va partir sur les traces de Claude Monet, qui lui donc, était présent en 1886, et de nombreux peintres ont séjourné à Belle-Île-en-Mer. Donc là, nous sommes sur une île qui est située au sud-ouest de la Bretagne, qui est face à l'océan Atlantique, et nous y reviendrons également à travers des tableaux qui ont été choisis à cet effet. Donc il séjourne 2 fois à Belle-Île-en-Mer, en 1913 et en 1923. Et nous reviendrons sur des peintures à travers ces 2 séjours. Ensuite, il séjourne également en 1921, donc dans le sud Finistère, une petite ville qui s'appelle Moëlan, et il avait donc loué avec sa femme une maison qui s'appelait Kerfani, enfin le lieu-dit s'appelait Kerfani. Et autant donc Moëlan est un peu un retrait, ce sont des endroits où on se situe entre la campagne et la mer, dans des sortes d'estuaires, et donc c'est beaucoup plus paisible. Et donc nous reviendrons également sur des peintures assez intéressantes, même très intéressantes, de Konstantin Kuznetsov, peintes à Moëlan et autour de Belon. Là, nous ne sommes pas très loin de Pont-Aven, donc Pont-Aven quand même qui est mondialement connu, de par la présence de Paul Gauguin un petit peu plus tôt. Et d'après des photos de l'époque, donc on reconnaît Konstantin Kuznetsov et sa femme qui ont visité Pont-Aven. Donc on peut imaginer également, à travers un séjour à Belle-Île-en-Mer, peut-être un hommage à Claude Monet, et à travers également sa présence avec celle de sa femme et sa famille à Moëlan, pas loin de Pont-Aven, un hommage à Paul Gauguin. Donc voici donc les trois lieux de prédilection de Kuznetsov en Bretagne. Donc nous allons commencer une série de confrontations de tableaux. Ce n'est pas pour les comparer, mais c'est juste pour montrer qu'à cette époque-là, d'autres artistes avec les mêmes influences, et dans un contexte artistique qui était quand même très riche, ont peint des scènes et des sujets, chacun à leur manière, mais que l'on peut quand même confronter, parce qu'on retrouve certaines similitudes. Donc le tableau qui est à gauche, c'est un tableau de Konstantin Kuznetsov peint à Concarneau, c'est une étude d'un tableau plus important que nous allons voir tout de suite après, une étude de pêcheurs, donc sur les quais à Concarneau. Et le tableau qui est à droite est un tableau d'Henri Royer, qui est un peintre originaire de l'Est de la France, qui est venu peindre en Bretagne à peu près à la même période. Et on peut reconnaître également donc, des pêcheurs à quai portant des paniers et une forêt de mâts de bateaux en arrière-plan. Bon, évidemment, on voit tout de suite que Kuznetsov est attiré par une lumière, la diffusion de la lumière. Chez Henri Royer, même si le sujet sont très proches, on peut s'apercevoir que la technique est beaucoup plus classique. Et donc, c'est intéressant de voir déjà que Konstantin Kuznetsov, dès 1900, adopte une approche résolument moderne. Donc voici le tableau abouti des pêcheurs de Concarneau. C'est une huile sur toile donc, qui est signée en bas à gauche et qui est d'un grand format, 117 par 152 cm. Ce n'est pas la seule toile des pêcheurs de Concarneau. Et en tant qu'expert, j'ai découvert qu'en 2004, il y avait 2 tableaux. Donc celui-ci, il y a un des grands tableaux de la série des pêcheurs de Concarneau qui a été acheté par l'État français, qui est au Conseil d'État. Et les 2 autres tableaux en 2004 ont été vendus en salle des ventes dans la même année. Et il y en a un qui est parti aux États-Unis. Mais
même si les sujets sont pratiquement identiques, et si là, visuellement donc, le sujet nous semble le même, l'approche de la lumière va être très différente. Donc là, on remarque tout de suite un premier plan avec un certain modelé, des détails par rapport au pêcheur, mais en arrière-plan, on peut deviner déjà une approche de la lumière avec un halo qui s'installe et une diffusion de la lumière comme un voile qui permet de donner de la profondeur au tableau. Ici, donc, c'est un autre tableau dont les dimensions sont de 148 par 175, avec une diffusion de la lumière qui est beaucoup plus forte et qui crée moins de contraste par rapport au sujet. Donc on sent également que Kuznetsov s'intéresse à la perception de la lumière à un moment donné et ce qu'elle peut apporter par rapport au sujet. Donc on reconnaît bien entendu le port de Concarneau à travers ce tableau. Là, on va changer, donc c'était son séjour à Concarneau qui était assez court, et nous allons donc changer de géographie et revenir donc dans cette partie du nord-est de la Bretagne, et notamment s'intéresser au cap Fréhel, qui est un cap assez réputé dans cette partie de la Bretagne, qui sépare un petit peu l'océan Atlantique de la Manche, et qui est bien entendu qui a une géographie très très belle. Je voulais juste montrer ces deux images qui n'ont peut-être pas été prises dans la même journée, mais qui montrent à quel point le changement de temps est important en Bretagne. C'est-à-dire que ce n'est pas une lumière qui s'installe facilement, et il peut pleuvoir, et en même temps, vous pouvez, dans la même journée, rencontrer le soleil et la pluie, et parfois même dans la même heure. Et ici, donc, on reconnaît effectivement le cap avec ces deux photos, mais d'un côté, vous avez effectivement une lumière assez importante puisque le soleil est présent, le ciel en tout cas est assez lumineux, et tout de suite, à droite, un ciel beaucoup plus assombri qui tue, qui écrase bien entendu les conséquences, on va dire, des effets atmosphériques sur le site. Donc ici, on va reprendre à travers ce site de Cap Fréhel deux œuvres de Konstantin Kuznetsov, donc Les Rochers au Cap Fréhel, ce tableau qui a été peint en 1908, et Les Falaises du Cap Fréhel, peint également la même année. Alors on remarque chez Konstantin Kuznetsov cette unité, cette volonté de fusionner un peu l'élément minéral et l'élément eau. Donc il recherche beaucoup moins que les impressionnistes les effets atmosphériques, les vibrations atmosphérique de la lumière. Il essaye de trouver plutôt une diffusion générale de la lumière à travers sa toile et une unité, en l'occurrence, par rapport à l'espace. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le cadrage est très serré, donc c'est assez vertigineux, c'est-à-dire qu'il recherche vraiment l'impression du vide à travers ses tableaux. Donc vous avez donc ici, sur le tableau de droite, une lumière donc, qui est peut-être moins diffuse et moins forte en fonction du temps. Le tableau, donc les deux tableaux qui ont été peints à Cap Fréhel montrent à quel point Kuznetsov est attiré par les grands espaces, notamment l'océan, bien entendu, l'eau. Et il est évident que Kuznetsov fuit peut-être la ville. La plupart de ces tableaux ne sont pas animés. Donc on a vu le tableau de Concarneau qui était animé avec ses pêcheurs sur le quai. Mais ensuite, à part quelques vues également parisiennes, mais notamment en Bretagne, le peintre vraiment recherche avant tout les paysages originels, les paysages sauvages. Et je pense que ses origines, à travers son enfance, ressurgissent visuellement à travers ces reliefs et ces immensités d'eau. Donc ici, nous avons vu deux tableaux de Kuznetsov peints au Cap Fréhel, et voici deux tableaux de Gustave Loiseau. Donc Gustave Loiseau était un peintre qui faisait partie de ce qu'on appelle du groupe de Pont-Aven, donc les peintres qui étaient autour de Paul Gauguin, ou qui ont en tout cas écouté les théories de Paul Gauguin, plus ou moins, chacun à sa manière. Et Gustave Loiseau faisait aussi partie donc, de la galerie Durand-Ruel, était sous contrat chez Durand-Ruel. Alors, la plupart des peintres que je vais citer, qui étaient donc des compagnons de route de Gauguin et qui sont devenus des peintres chez Durand-Ruel, ont quitté un petit peu le synthétisme
cette révolution de la synthèse prônée par Émile Bernard et Paul Gauguin, et ont repris plus ou moins donc, une touche impressionniste. En l'occurrence, on le voit à travers ces deux œuvres de Gustave Loiseau, où on retrouve ce fameux Cap Fréhel, mais avec une touche beaucoup plus serrée, une touche virgulée, où on ressent les leçons de Claude Monet, qui sont celles de capter une lumière à travers ses vibrations et à travers ses effets fugitifs. C'est-à-dire que là, on recherche vraiment l'instant où la lumière surgit. Ce qui n'est pas le cas chez Kuznetsov, puisqu'on l'a vu, si je reprends ces deux tableaux du Cap Fréhel, l'unité est beaucoup plus forte, la fusion est beaucoup plus forte entre les éléments. Donc, Gustave Loiseau, deux tableaux peints en 1904 et 1905 au Cap Fréhel. Ensuite, je reprends un tableau donc, très intéressant de Konstantin Kuznetsov, peint en 1915, où là on peut voir une approche encore différente du peintre, un modelé assez fort, un tableau assez structuré en premier plan, et en revanche, il crée une diffusion de la lumière sous forme de halo, comme un voile de vapeur qui s'installe au fond du tableau et qui lui donne une certaine profondeur et une certaine forme de mystère également. Avec un cadrage très particulier, puisqu'on ne voit pas le bord de la falaise, donc on reste toujours sur une impression de vide, de vertige, qui est assez intéressante. Ici, ce sont des tableaux qui ont été peints toujours dans la même région, donc la partie nord-est de la Bretagne, et il s'est intéressé, puisque Kuznetsov était aussi un peintre sériel, c'est-à-dire que la plupart des peintres à cette époque-là aimaient reprendre le même sujet, mais avec des lumières différentes, donc qui étaient liées en fait à un moment de la journée ou à un jour particulier. Et en l'occurrence, donc, il y a une petite pointe rocheuse qui s'appelle le ver de lait, donc, qui est cette petite pointe conique donc, qui perce comme ça l'océan, et avec une diagonale donc, par rapport à la falaise. Et il a repris à plusieurs reprises ce sujet, et qui est presque minimaliste, c'est-à-dire qu'à travers cette peinture de paysage, il a choisi l'essentiel, c'est-à-dire juste un cône minéral noyé à travers le liquide de l'océan et une diagonale qui rappelle évidemment le côté minéral du continent. Donc c'est assez intéressant également de voir à quel point c'est une peinture très intériorisée. Autant les impressionnistes recherchaient plutôt l'effet visuel, l'acuité visuelle, c'était très important pour eux, l'effet de la lumière, de reproduire la lumière. Kuznetsov, on sent quelque chose de beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intérieur. Voici encore une vue du ver de lait, avec un temps changeant, puisque la mer est beaucoup plus verte. On sent que le soleil perce la mer, et c'est vrai que l'eau quand elle est percée par le soleil dans l'océan Atlantique, elle est très verte. En tout cas, elle atteint ces nuances de vert dans la profondeur de l'eau. Donc là, c'est très minimaliste également, c'est-à-dire que c'est l'épuration totale d'un rocher entouré d'eau. Donc une œuvre encore résolument moderne, et où on sent que l'artiste a une approche totalement singulière et est en harmonie totale avec la nature. Alors c'est intéressant aussi de voir que la plupart des œuvres de Kuznetsov il a adopté un format qui est intéressant, c'est 81 cm par 100 cm, ce sont des formats qui sont grands pour un peintre de paysage, et donc qui donne en plus un effet visuel très intéressant. C'est-à-dire qu'au moment d'une exposition Kuznetsov, c'est intéressant de voir ce genre de paysage sur des grands formats. Et ce n'est pas donné à tous les peintres de paysage de peindre sur des formats aussi grands. Ici, donc, nous quittons la Bretagne nord-est et nous allons revenir donc, dans le sud de la Bretagne, du côté de Pont-Aven, près du petit village de Moëlan, notamment donc, à Kerfani, donc, là où il avait loué cette petite maison, et il avait passé un certain temps en famille. Alors c'est intéressant puisqu'on quitte les côtes décharnées, les côtes balayées par le vent. C'est beaucoup plus serein, c'est une nature beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Et en l'occurrence, Kuznetsov s'intéresse à cette dualité entre la campagne et la mer. Et effectivement, au fond de ces petits estuaires,
on peut retrouver donc, des pins maritimes, des forêts de pins, où la campagne et la mer donc, se jouxtent. Et ici, nous avons deux tableaux qui sont pratiquement des sujets identiques et qui ont été peints donc à Kerfani. Il y a un des tableaux donc, qui est au musée de Pont-Aven et l'autre tableau est au musée des Beaux-Arts de Quimper, peint la même année, en 1921. Ce qui est intéressant, c'est de voir le cadrage du tableau, c'est-à-dire un plan resserré, et donc choisir la verticalité des troncs des pins pour barrer la toile, qui ensuite est de nouveau quadrillée par des diagonales en fond de tableau, grâce évidemment à des obliques ou des horizontales qui sont liées au relief. On retrouve donc chez les nabis cette technique de peinture donc des sous-bois avec ce quadrillage, hein, donc ces arbres, ces troncs ligneux qui barrent donc la verticalité de la toile et ensuite qui créent effectivement un champ de profondeur, mais avec effectivement très très peu de perspectives, en l'occurrence pour les nabis. C'est intéressant de voir que Kuznetsov s'est essayé à sa manière donc de reprendre ces sous-bois avec un cadrage des troncs très serré. Donc ici nous avons trois œuvres de trois nabis qui sont célèbres, donc Georges Lacombe qui était le nabi sculpteur, Paul Sérusier qui était dénommé le nabi à la barbe rutilante, et Maurice Denis qui était nommé le nabi aux belles icônes, parce que donc il était empreint de religiosité, était très catholique. Voilà, ce sont des tableaux très intéressants qui ont repris effectivement cette technique japonaise. Ensuite, j'ai comparé également, confronté deux tableaux de Konstantin Kuznetsov, qui sont donc des reproductions de paysages dans les terres, avec des bocteaux, donc des petits arbustes que l'on peut donc voir ici, ces petits bois qui percent comme ça, qui sont au milieu des champs. Et donc on retrouve également sur une autre toile de Kuznetsov, dans cette campagne bretonne au Moulin, en l'occurrence, pour ce tableau, donc cette petite structure donc végétale qui est quand même très très simplifiée au niveau des contours et qui rappelle les techniques également de Pont-Aven où on essayait de délimiter, de simplifier au maximum les modelés, c'est-à-dire les précisions, les détails que l'on pouvait apporter sur un tableau de paysage. Donc c'est intéressant de voir que Kuznetsov également s'approprie cette synthèse des formes végétales à travers des paysages, comme se l'étaient approprié donc les peintres de Pont-Aven. Nous quittons l'intérieur des terres en Bretagne donc à travers cette comparaison, cette confrontation et ces liens artistiques que l'on peut retrouver à travers la technique entre Sérusier et Kuznetsov. Et donc nous allons nous attarder à Belle-Île-en-Mer. Donc ici vous avez une carte de Belle-Île. Donc le continent donc, se situe donc plus au nord-ouest, au nord-est. Et les peintres donc, avaient l'habitude d'arriver donc, au palais, le palais qui était donc le petit port principal de Belle-Île-en-Mer. Et on suppose évidemment que, comme je l'ai dit tout à l'heure, auparavant, Kuznetsov part sur les traces de Claude Monet à Belle-Île. Claude Monet, donc, en 1886, s'installe donc, dans cette partie de l'île, à Kervilaouen, Bangor, et va peindre donc 36 tableaux, je crois, en quelques semaines, sur la côte la plus vantée, donc, qui est la plus à l'ouest, cette côte déchiquetée qui part de la pointe des Poulains, et donc on va considérer jusqu'aux aiguilles de Port-Coton, et qui aura donc été l'objet de plusieurs grandes œuvres de Claude Monet. Claude Monet a les pires difficultés de peindre en Bretagne, car la lumière est très, très changeante. Et on va le voir donc ici. Ces deux visuels représentent donc des aiguilles de roche qui s'appellent donc Port-Coton. C'est donc un site qui est assez connu, qui est assez impressionnant puisqu'il y a un côté abyssal et en même temps on découvre ces aiguilles donc, qui percent la mer
et qui sont donc très hautes. La falaise est très très haute également. Sur la photo de gauche, on remarque une mer relativement agitée, donc ventée, mais un ciel assez lumineux. En revanche, ici, le ciel s'assombrit et la mer se déchaîne, donc le blanc, enfin en tout cas l'écume est beaucoup plus présente dans la mer. Donc ce qui prouve à quel point il était difficile de capter ces lumières en peu de temps pour un peintre, parce que là c'est l'instant d'une photo, mais un peintre doit prendre quand même le temps de restituer ce qu'il a pu ressentir à un moment donné sur le motif, sur le vif. Ici donc nous retrouvons deux œuvres de Claude Monet, peintes donc, sur ce site des Aiguilles de Port-Coton. La peinture de gauche donc représente une vue, donc c'est un tableau d'ailleurs qui est au musée Pouchkine à Moscou, de 1886 lors de son séjour, et on remarque donc que la lumière donc, est peu diffuse, et à travers une touche assez serrée, donc l'artiste essaye de restituer donc, une lumière du moment qui est assez délicate, assez difficile en tout cas à figer. Ici, le tableau qui est à droite, donc, qui est au musée d'Orsay, Tempête, Côte de Belle-Île, 1886, donc il s'intéresse beaucoup plus à l'élément liquide, et donc on remarque que la tempête fait rage et qu'effectivement l'écume est beaucoup plus présente et la mer donc, quitte ses bleus et ses verts pour retrouver donc, des couleurs beaucoup plus claires et voire blanches bien entendu. Donc Claude Monet éprouve les pires difficultés à peindre à Belle-Île. C'est beaucoup plus difficile que les lumières qu'il a pu peindre en Normandie. Et il le dit d'ailleurs dans ses correspondances. Là, je cite donc un extrait de ses correspondances. C'est une lettre qu'il a adressée à Gustave Caillebotte le 11 octobre 1886. Et je cite « Je suis dans un pays superbe de sauvagerie, un amoncellement de rochers terribles et une mer invraisemblable de couleurs. Enfin, je suis très emballé, quoique ayant du mal, car j'étais habitué à peindre la Manche et j'avais forcément ma routine. Mais l'océan, c'est tout autre chose. » Donc il avoue quand même cette forme de désespoir qu'il a pu avoir à Belle-Île face à la confrontation de l'océan, qui n'a pas du tout les mêmes effets atmosphériques que d'autres territoires en France. Ici, nous retrouvons de nouveau les aiguilles de Port-Coton, peintes non pas de manière frontale, mais sur le côté, à travers deux artistes qui faisaient partie également du groupe de Pont-Aven, qui sont devenus des artistes impressionnistes de la seconde vague chez Durand-Ruel, Henri Moret et Maxime Maufra. De la même manière, donc, Henri Moret, en 1897, peint les aiguilles de Port-Coton, et Maxime Maufra en 1905. On remarque que le tableau d'Henri Moret, il recherche également les vibrations atmosphériques, les éclats de la lumière sur la roche, à travers une touche qui est assez serrée, une palette qui est assez large aussi, avec des couleurs assez chatoyantes. Donc on retient le coloriste et bien entendu le peintre qui recherche les effets fugaces de la lumière sur la roche. Maxime Maufra peint également donc, les aiguilles de Port-Coton, mais d'une manière un peu différente. La touche est un petit peu plus lâche, moins serrée, et on retrouve un petit peu l'esprit de Pont-Aven, avec des formes beaucoup plus structurées au niveau de la roche. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point les deux tableaux sont très différents sur le même site. Et enfin, après avoir vu donc, deux tableaux peints aux aiguilles de Port-Coton par Claude Monet et deux autres tableaux peints par Henri Moret et Maxime Maufra, donc des suiveurs de Monet et de Gauguin, nous allons donc aborder deux tableaux de Kuznetsov peints également à Port-Coton. Et on remarque toujours cette unité spatiale beaucoup plus forte, ce cadrage beaucoup plus précis, et cette envie effectivement d'être en communion avec l'eau et la roche. C'est toujours cette impression de vertige qui s'installe dans les tableaux de Kuznetsov. La lumière beaucoup plus diffuse aussi sur la toile. Ici, en revanche, il adopte une touche qui est un petit peu plus on va dire, séparée, virgulée, donc qui donne un petit peu plus de relief, et avec un temps sans doute un peu plus clair, une météo plus clémente. En tout cas, la lumière est un petit peu plus diffuse aussi.
De nouveau, deux autres tableaux de Konstantin Kuznetsov qui sont peints pas très loin de Port-Coton, toujours sur cette côte ouest qui s'appelle la côte sauvage, qui est une côte très difficile parce qu'elle est sous le vent. Et ici, donc, c'est Gulfar, une anse qui est assez connue, et les îles de Moix. Donc, de la même manière, on retrouve chez Kuznetsov cette volonté d'intérioriser le paysage. Et c'est très intéressant puisqu'on reconnaît immédiatement sa manière d'aborder un paysage. Kuznetsov a fait effectué deux séjours à Belle-Île en 1913 et en 1923. Et en 1923, donc, il y retourne. Mais sa peinture va être beaucoup plus, la palette va être un petit peu plus sombre, des couleurs plus sévères. Nous sommes en 1923, c'est la période d'entre-deux-guerres, c'est après la Première Guerre mondiale. Peut-être qu'effectivement, comme beaucoup de peintres, il adopte des tons plus sévères, plus sombres. Pour ce tableau qui était peint à Sauzon, qui est un petit port de pêche qui est un peu plus, si je peux vous le montrer, donc c'est un port qui est plus abrité sur la carte, donc qui se situe ici. Donc, qui est beaucoup plus paisible. Et dans ce petit port de pêche qui est très connu, qui est mondialement connu, qui est un endroit magnifique, là il laisse tout de même éclater quelques couleurs. On verra des tableaux beaucoup plus austères. Donc ce port de Sauzon, qui s'intitule Le port de Sauzon à la voile jaune de 1923, est assez intéressant puisqu'on retrouve une vue qui est pratiquement similaire à celle d'un tableau de Jean Puy. Alors Jean Puy est un peintre donc, qui faisait partie intégrante, en tout cas qui était au Salon des Indépendants en 1905, qui faisait partie de cette salle des fameux fauves autour de Matisse. Et lui, en revanche, c'est un des seuls peintres de ce mouvement, si on peut appeler ça un mouvement, qui est venu peindre régulièrement en Bretagne. Donc ils auraient vraiment pu se rencontrer, puisqu'il est venu peindre régulièrement, là c'est un tableau de 1902, mais il est venu peindre régulièrement à Belle-Île, et il affectionnait aussi une partie du Finistère vers Bénodet. Et c'est intéressant puisque là c'est un tableau de Sauzon peint par Jean Puy à la voile rouge, et il y a le tableau de Kuznetsov qui est le même, mais peint avec la voile jaune. Donc on peut imaginer qu'ils ont choisi pratiquement le même point de vue, et que leur chevalaire aurait pu être côte à côte. C'est assez intéressant de voir à quel point les peintres aussi recherchent la bonne perspective. Donc, quand je vous disais que les peintures de Kuznetsov étaient un petit peu plus, la palette était un peu plus sombre, là on peut le remarquer. Donc, cette œuvre de 1923 à gauche est intéressante puisqu'on peut la confronter à un autre artiste qui était connu, très connu au début du XXe siècle en France et dans les collections, qui s'appelle Charles Cottet. Et Charles Cottet faisait partie d'un mouvement qui s'appelle la Bande Noire, avec Lucien Simon, qui était un peintre aussi assez connu, dont certaines œuvres sont toujours présentes dans les musées d'art moderne du monde entier. Et Charles Cottet et Lucien Simon, entre autres, faisaient partie d'un mouvement qui s'appelait la Bande Noire parce qu'ils pratiquaient le clair-obscur. Mais un clair-obscur qui était toujours teinté d'une petite touche de couleur. Donc il y avait bien entendu de la mélancolie, mais toujours avec une petite touche quand même de couleur à travers ces tableaux. Donc là, c'est intéressant de voir à quel point aussi Kuznetsov a peut-être rencontré des tableaux de Charles Cottet, mais en tout cas, à sa manière, retranscrit à travers une vision plus sombre un paysage de Belle-Île. Alors il faut savoir qu'à Belle-Île, ce qui est intéressant, c'est que des peintres russes sont arrivés bien avant Kuznetsov en Bretagne, mais d'autres peintres ont continué à prendre le relais de Kuznetsov et sont venus peindre à Belle-Île, notamment Konstantin Tereskovitch, qui a peint donc, cette terrasse de Belle-Île en 1946, qui était un peintre post-impressionniste assez intéressant, et voire avec une touche plutôt expressionniste de temps en temps. Et également donc, l'Ukrainien Alexis Gritchenko, qui a peint donc, un rocher à Belle-Île, qui est une aiguille de Port-Coton, en 1945. Donc l'histoire continue, l'histoire russe continue à Belle-Île à travers la présence de ces deux peintres et d'autres très certainement. J'ai voulu aussi montrer à quel point donc Kuznetsov est avant tout un peintre impressionniste, mais quelque part il est allé plus loin dans sa manière de peindre, on va dire, des paysages à travers la lumière.
et surtout à travers ses touches. Donc de temps en temps, il a adopté des touches serrées, virgulées, comme tous les impressionnistes qui recherchaient les vibrations atmosphériques ou la fugacité de la lumière, en fonction de la météo. Et puis parfois, donc, il avait une touche beaucoup plus relâchée, avec une lumière beaucoup plus diffuse, qui donnait cette unité spatiale, cette intériorité à sa toile. C'est intéressant chez ce peintre, c'est qu'il était changeant, c'était sans doute en fonction de son humeur et de son tempérament. Et il avait une touche qui était presque tournoyante, virevoltante, elliptique, et notamment à travers ces fragments de tableaux, c'est un fragment de tableau, donc qui est un rideau de peuplier au Val-André peint en 1916, où on voit donc sans doute des reflets de peuplier à travers des touches comme ça, donc très elliptiques, très tournoyantes, donc dans l'eau. Et ici, chez Claude Monet, dans la série des Nymphéas, parmi donc une des toiles des Nymphéas. Donc c'est un travail qu'il a exécuté surtout entre 1916 et 1924, donc pratiquement la même période. On retrouve également cette touche elliptique à travers ces fibres végétales qui se reflètent dans l'eau. Donc c'est intéressant de voir à quel point Kuznetsov lâche sa touche de peinture, puisqu'il ne faut pas oublier que les Nymphéas, cette série des Nymphéas de Claude Monet, ont été comparés après à l'expressionnisme abstrait américain. Donc on a souvent comparé les toiles des Nymphéas avec les œuvres de Joan Mitchell, donc des peintres vraiment d'après-guerre abstraits américains, ou Jackson Pollock, et que on a considéré qu'effectivement la touche de Claude Monet était les prémices d'une nouvelle aventure artistique avec l'école de New York. Et de retrouver cette manière de peindre chez Kuznetsov montre à quel point donc, le peintre avait une peinture de tempérament et en même temps une peinture moderne. Donc, Constantin Kuznetsov adopte cette touche assez lyrique, assez expressionniste. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir la comparer à la touche de Claude Monet à travers les Nymphéas. Et donc je voulais dire à quel point je trouve que l'approche de Kuznetsov est intéressante puisqu'elle reste quand même très personnelle. Kuznetsov a resté donc un artiste, on va dire, extrasensoriel, mais en gardant quand même cette vision impressionniste de la toile et du sujet. Son œuvre va être attachée à un paysagisme figuratif, c'est vrai, mais il va aller beaucoup plus loin dans ses recherches à travers la perception d'un paysage. Ce qui est intéressant chez Kuznetsov, c'est qu'il ose allier les yeux et l'esprit, les lumières fines et les sensations fortes, et cet entre-deux devient un prolongement de l'impressionnisme qui va être beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus cérébral et parfois même mystique, ce qui correspond d'ailleurs à son âme slave. Et c'est très intéressant de voir à quel point cette dichotomie dans le traitement est visible. Donc Constantin Kuznetsov cherche avant tout et va trouver cette nouvelle forme des impressions. Et à ce titre, je considère en tant qu'expert qu'il fait vraiment partie de l'histoire de la peinture dite moderne. Et c'est très intéressant. Alors je terminerai par une citation d'un artiste qui est un artiste littéraire, qui est un écrivain, qui s'appelle Maurice Genevoix, et qui vient d'entrer au Panthéon cette année, ce qui n'est pas rien. Et Maurice Genevoix donc, avait participé à une exposition de Kuznetsov à la galerie Katia Granov en 1968. Et cette grande plume de la littérature française avait écrit en préface de cette exposition, je cite, « Et voici qu'une présence était là, fortement et d'emblée affirmée, accessible et toutefois dérobée, tendre, un peu sauvage, subtile, violente, méditative et fougueuse en même temps. C'est un lyrique sensible et grave, un possédé dont chaque toile, toujours au bord du champ intérieur, vient m'émouvoir comme un poème par sa ferveur et sa sincérité. » Et je pense que Maurice Genevoix a compris qui était Constantin Kuznetsov et qui était l'homme et le peintre.